Bonjour, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, Eh ben voilà. ben voilà. Eh ben voilà, donc bienvenue dans cette conférence qui prend maintenant des formes classiques, c'est-à-dire le distanciel malheureusement. Donc je suis Nathalie Goulet, je suis sénatrice de l'Orne, je suis vice-présidente de la commission des lois et j'ai quitté récemment la commission des finances où je m'occupais du budget des engagements financiers de l'État, c'est-à-dire de la dette. Ça a recoupé, ça a recoupé. Voilà. Donc est-ce que cette fois-ci le son est à nouveau coupé? C'est bon. Voilà, donc les problèmes de technique, vous savez, le Sénat est une maison où parfois la technique ne marche pas, et pourtant. Donc, je vais faire court pour que vous puissiez profiter de nos deux interlocuteurs. Le président Palombi sera là pour vous expliquer toute l'aide et évidemment des risques qui pèsent sur les entreprises avec des mariages dangereux, et puis M. Benamou sera là aussi. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, avant que le son soit coupé, ou avant qu'on le rétablisse plus exactement, c'est qu'on avait constaté une espèce de schizophrénie, c'est-à-dire que d'un côté, l'État aide les entreprises de façon massive, 44 milliards, et en même temps a quelques fragilités en ce qui concerne la protection de leurs données. Donc pendant la loi de finances, on avait remarqué un certain nombre de dysfonctionnements, que ce soit cette année ou l'année d'avant, notamment sur les participations de l'État, puisque là aussi l'État actionnaire est de temps en temps schizophrène, puisqu'il participe à des entreprises qui peuvent avoir des sièges ou des établissements dans des territoires dits non coopératifs, autrement dit des paradis fiscaux. Et là, ce qui s'est passé récemment a attiré mon attention, puisque la BPI a contracté avec Amazon pour un stockage de données des 500 000 entreprises qui avaient reçu des prêts garantis par l'État. Et donc, il est apparu deux choses pour le praticien ou la praticienne que je suis, c'est que confier sans appel d'offres, dans un délai extrêmement rapide, sans contrôle parlementaire, des données de 500 000 entreprises à Amazon, qui est quand même ce qu'on connaît de plus apatride en termes d'entreprise et en termes de fiscalité, me semblait une aberration. Et donc j'ai travaillé un peu le sujet, et il s'est avéré que ce sujet, qui était un sujet d'intuition pour moi en tant que parlementaire, est devenu un vrai sujet technique, et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui pour répondre à vos questions, mais surtout pour entendre les professionnels, le président Palombi bien sûr, et puis M. Benamou, qui est le secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, parce que cette question qui était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une intuition, c'est-à-dire que c'était un peu mettre le pyromane dans la caserne des pompiers et en tous les cas risquer de fragiliser les données de nos entreprises en les confiant à Amazon dans des conditions discutables. Pas d'appel d'offres, pas de transparence. Donc une question d'actualité a été posée par mon collègue Michel Canevet, qui est peut-être connecté et que je salue, et qui est membre de la commission des finances, auquel le ministre Pannier-Runacher nous a expliqué qu'il n'y avait aucun problème. Mais récemment, chaque fois qu'il y a eu « il n'y a pas de problème », il y en a eu beaucoup. Il n'y avait pas de problème sur les masques, il n'y avait pas de problème sur les tests, il n'y a pas de problème sur la vaccination, il n'y a pas de problème sur la sécurité des données de santé. Et au bout du banc, il y a quand même des problèmes. Et puis il y a surtout une espèce de permanence de ces liaisons dangereuses entre les institutions françaises et l'administration française et ses représentants des GAFAM. Et donc, une espèce de priorité à ces grosses entités au détriment d'entreprises françaises ou européennes qui, a priori, pourraient faire et délivrer le même type de prestations. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Donc, je m'arrête tout de suite. Je suis le dérouleur et je donne la parole à Alicenne qui va nous expliquer la matinée. Merci à vous. Bonjour à tous. Alors, je voulais simplement préciser avant de commencer cette conférence, pour les journalistes, de bien vouloir, s'il vous plaît, indiquer votre nom ainsi que votre média sur votre vignette Zoom. Ça nous permettra de mieux vous identifier lorsque vous souhaiterez poser des questions.
Concernant justement ces dernières, je vous invite à poser vos questions directement à l'écrit sur le chat. Nous y répondrons tout au long de la conférence après chaque intervention de chaque intervenant. On les fera petit à petit. Également, nous sommes bien évidemment disponibles en fin de conférence pour toute demande d'interview. Et enfin, je rappellerai simplement que seuls les journalistes sont autorisés à intervenir sur le chat. Maintenant, je passe donc la parole à Monsieur Bernard Benhamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. Bonjour et merci Madame la Sénatrice, merci à vous tous. Et c'est un plaisir que de venir effectivement répondre à vos questions et effectivement expliquer pourquoi ces questions sont importantes aujourd'hui. Alors, donc, vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'étais le secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, donc une structure récente, entre guillemets, qui a 5 ans maintenant, et qui se préoccupe effectivement de politique numérique au sens européen, pas simplement national, et de relations évidemment avec les grands acteurs dans ce secteur. Alors, pour revenir sur ce qui nous occupe aujourd'hui, on voit une forme de constance dans une certaine forme de comportement administratif et gouvernemental par rapport à ces questions. Je m'explique. Nous avons eu exactement, et ça nous a donné l'occasion de nous prononcer à plusieurs reprises, nous avons eu exactement le même type de questionnement qui s'est posé lors de la mise en place par le ministère de la Santé de la plateforme des données de santé, en bon français Health Data Hub, c'est son titre officiel, qui avait été confié, dont l'hébergement avait été confié à Microsoft. À savoir effectivement, on nous a rassurés au départ en nous disant tout cela devrait effectivement être fait en toute sécurité, les données ne devraient pas être accessibles, tout cela fait l'objet de chiffrements à l'état de l'art, etc., etc., pour au final se rendre compte, au travers de procédures qui ont été menées devant le Conseil d'État, auprès d'avis qui ont été demandés et obtenus de la CNIL, que c'était une très mauvaise idée que de confier effectivement les 67 millions de dossiers de santé, ou en tout cas d'informations de santé concernant l'ensemble des citoyens français, à une entreprise effectivement comme Microsoft qui, et je précise que ça se pose aussi pour Amazon, qui répond au droit américain, alors pour les plus juristes d'entre vous, au Cloud Act en particulier, et donc a obligation de transmettre ces données si une agence américaine les lui demande. Et donc, au départ, on nous disait que c'était impossible. Au final, on s'est rendu compte que c'était non seulement possible, mais techniquement prévu, à savoir l'accès à ces données de la part de l'hébergeur, pour des raisons, nous disait-on, de maintenance. Et au final, effectivement, on a eu l'occasion d'avoir une évolution de la position gouvernementale sur le mode. Nous finirons par effectivement nous désengager de Microsoft pour demander à ce que ce soit un acteur européen, ce que nous souhaitions dès le départ, qui puisse héberger ces données ô combien sensibles. Eh bien, on est exactement dans le même cas de figure pour, je dirais, les deux sujets, puisqu'en fait, il y a d'une part le prêt garanti par l'État, donc le PGE, et il y a aussi effectivement l'accélérateur, c'est-à-dire la procédure d'accompagnement des PME vers le numérique, à laquelle participera aussi Amazon. Donc par définition, le fait de confier en urgence à une entreprise extra-européenne, puisque dans les deux cas, qu'il s'agisse effectivement du Health Data Hub ou du PGE, c'était en urgence. Alors pour ce qui est du Health Data Hub, on pouvait se demander pourquoi il y avait une telle urgence, et effectivement ça a été longuement discuté. Dans le cas du PGE, il y avait une véritable urgence économique tout à fait compréhensible d'entreprises en difficulté auxquelles l'État souhaitait apporter un secours dans le cadre de la crise Covid. Simplement, comme Madame la sénatrice l'a rappelé, on est passé par des procédures accélérées. Dans le cas du Health Data Hub, c'était l'UGAP, nom des achats publics. Dans le cas effectivement de la BPI, il semblerait que ce soit un marché préexistant. Mais c'est vrai qu'il y a un certain questionnement sur le niveau effectivement de transparence de ce qui a pu être mis en place à ce moment-là, la nature du cahier des charges qui a pu être élaboré. Je le répète, le parallélisme des formes est tel que dans le cas du Health Data Hub, le cahier des charges lui-même a été élaboré avec Microsoft. Est-ce le cas ici, dans ce qui nous occupe aujourd'hui? J'ai tendance à le croire, au vu effectivement du calendrier tel qu'il s'est déroulé, mais c'est vrai que ce n'est pas sans poser des questions importantes. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que les procédures sont mises en question, parce qu'on a des doutes concernant tel ou tel fournisseur, on parle de réversibilité, c'est-à-dire on parle de la possibilité d'aller effectivement installer l'hébergement ailleurs.
Mais si le cahier des charges est fait, et c'est souvent le cœur de métier de ces entreprises que de créer des cahiers des charges dans lesquels eux-mêmes répondent et sont seuls à pouvoir répondre à certaines des fonctionnalités, la réversibilité sera loin d'être évidente, sachant que nous nous installons malheureusement sur une procédure de moyen terme par rapport au PGE. Ce n'est pas uniquement les... Alors je crois qu'à l'heure qu'il est, je crois que c'est 630 000 entreprises qui ont eu l'occasion d'y répondre. Mais derrière, il y a toute la gestion effectivement des remboursements et autres. Donc est-ce qu'il y aura une passerelle continue entre la BPI et Amazon au travers effectivement de cette procédure du PGE dans la durée? C'est une vraie question. Est-il question, puisque pour l'instant ça ne nous a pas été confirmé, d'une réversibilité complète vers d'autres acteurs européens? Je rappelle que l'ANSSI, au travers de son directeur, M. Guillaume Poupard, avait eu l'occasion de se prononcer contre l'hébergement par Microsoft du Health Data Hub. Je pense que la même question sera posée à terme, effectivement, par rapport à la BPI et par rapport, effectivement, au contrat d'Amazon. Mais par définition, ces questions de sécurité ne seront pas contournables. Et donc, il faudra, à un moment donné, comprendre que donner accès à une entreprise qui, de surcroît, historiquement, s'est montrée non seulement avide, mais a fait un usage défaillant, voire dangereux, des données que les entreprises lui confient au travers de sa propre plateforme. Ce que la Commission a eu l'occasion, effectivement, ce sur quoi la Commission a eu l'occasion d'enquêter ces derniers temps, et effectivement, Mme Vestager a eu l'occasion de préciser à quel point, dans le cadre effectivement des procédures de la Commission européenne, le comportement d'Amazon pouvait poser problème. Et donc, on voit bien que pour une plateforme qui a, à intervalles réguliers, utilisé les données qu'elle possédait pour créer des produits concurrents, pour créer des barrages aux entreprises qui pouvaient diffuser des produits qui pouvaient effectivement être concurrents avec ses propres produits, la ligne Amazon Basics en particulier, sans parler évidemment du comportement fiscal sur lequel j'imagine Madame la sénatrice reviendra, et effectivement sur le fait que ces entreprises ont eu globalement, je parle des GAFAM et même au-delà, ont eu globalement des comportements vis-à-vis des pays européens qui étaient pour le moins cavaliers. Le fait qu'effectivement aujourd'hui, de la part du gouvernement et de la part d'une agence, puisque dans le cadre du Health Data Hub, c'était le ministère de la Santé, dans le cas effectivement qui nous occupe aujourd'hui, c'est la BPI, le fait de ne pas trouver obstacle, surtout en cette période où justement la souveraineté, l'autonomie stratégique, comme on l'appelle aujourd'hui, est devenu un maître mot, en particulier pour le commissaire européen Thierry Breton, qui en a fait effectivement l'un des axes centraux de sa politique auprès de la Commission européenne. Le fait de ne pas trouver à redire à ce que des données aussi sensibles que des données relatives effectivement aux besoins des entreprises en situation de crise puissent être d'une part utilisées accessibles d'une manière ou d'une autre par une entreprise américaine, voire puissent faire l'objet de réquisitions de la part des autorités américaines, et on l'a vu au travers en particulier de l'affaire Snowden et par la suite de Cambridge Analytica, les autorités américaines effectivement n'ont pas hésité à effectivement utiliser ou mésutiliser les données en question. Donc par définition, tout cela mis bout à bout crée effectivement une sorte de parallélisme entre les différents projets gouvernementaux récents d'hébergement de masse de données. Et je crois qu'il est plus important que jamais, justement, de considérer qu'aujourd'hui, l'un des objectifs stratégiques pour le politique, c'est aussi d'aider à créer et à développer et à stimuler les entreprises européennes du secteur. Et ce n'est pas en donnant un signal, je veux dire, ambigu sur le fait, effectivement, de dire « Ah oui, mais à date fixée, nous n'avions pas trouvé pour telle ou telle fonctionnalité », ce qui est exactement, là encore, je le répète, c'est exactement les mêmes arguments dans les deux dossiers. Eh bien non, je veux dire, rien n'aurait empêché, effectivement, de faire appel à des entreprises qui ont déjà eu l'occasion, et pour être un ancien patron d'administration centrale, je m'en suis préoccupé à de nombreuses reprises, qui ont déjà eu l'occasion de participer à je dirais, des grands projets d'infrastructures d'administration électronique, et nous en avons beaucoup en Europe, qui par exemple à Bercy, pour le projet Copernic, c'est-à-dire l'impôt en ligne, qui ont eu l'occasion effectivement de participer à d'immenses projets. Considérer que seule une entreprise comme Amazon, au travers effectivement de Amazon Web Services pour être précis, était en mesure de répondre, c'est négliger le fait qu'on a une obligation, pour ce qui est des acteurs publics, d'aider à stimuler effectivement un écosystème français et européen dans ce secteur. Et si effectivement on dit d'une main, nous voulons effectivement développer des entreprises, et que de l'autre, l'État acheteur, ou les agences, ou les administrations de manière générale,
se comporte de manière indiscriminée, voire même parfois semble favoriser des acteurs extra-européens, là nous sommes effectivement dans le contresens politique et technologique, alors même qu'effectivement c'est bien d'une stratégie de politique industrielle dont il devrait être l'objet par rapport à ce genre d'initiative, parce que justement on sait très bien que ce sont des secteurs stratégiques à la fois pour l'État, pour l'économie de manière générale, et qu'en plus, la protection des données, qui devient maintenant, je dirais, un facteur de différenciation entre les offres européennes et les offres américaines, tout simplement parce que les Européens ont justement un cadre plus protecteur par rapport aux données, et on l'a vu avec les différents textes qui ont été adoptés récemment, qui sont en voie d'adoption autour effectivement de la régulation des grands acteurs, de ce qu'on appelle donc aux États-Unis les Big Tech, en Europe ou en France on parlait des GAFAM. Par définition, il est important aujourd'hui, comme le disait un ancien président de la République, de se mettre en accord avec ses arrière-pensées. Si notre objectif est bien de faire en sorte de développer notre écosystème dans un cadre éthique, cohérent et de développement par rapport à des acteurs européens, alors oui, il est urgent de revenir sur ce type de choix. Oui, écoutez, je voudrais vous remercier de votre intervention et vous dire l'abîme de réflexion que ça provoque, parce que je vois qu'en ligne, mon collègue et ami Michel Canevet, sénateur et membre de la Commission des Finances, est là. Le contrôle parlementaire, il se fait de façon extrêmement difficile. D'abord, il est toujours ex post, et ensuite, on va chercher les informations au forceps. Alors, la Commission des Finances, qui a tout pouvoir sur pièce et sur place, je pense à tout son rôle à jouer dans ces matières, parce que c'est pas faute d'avoir des rapports, c'est pas faute d'avoir des commissions d'enquête, etc. Mais au bout du banc, vous voyez bien que la décision nous échappe complètement. Donc elle devrait nous revenir en tant que protecteur de nos entreprises, parce que vous comprenez bien que quand vous donnez à ces gens totalement apatrides l'ensemble des données, et notamment les données financières, c'est à savoir quelle entreprise est fragile et quelle l'est pas, où sont ces... Parce que vous avez beaucoup d'entreprises qui ont reçu du PGE, vous pouvez avoir des producteurs de camembert, c'est une chose extrêmement importante, mais je ne crois pas que le problème concurrentiel se pose compte tenu des AOP et du reste. Mais en revanche, vous avez plein de petites entreprises qui ont chacune des pépites intellectuelles, de protection et de qualité, des entreprises françaises qui peuvent être une petite entreprise mais avoir une très haute technologie, une très haute valeur ajoutée, et puis des entreprises plus importantes. Donc je crois que là, il va vraiment falloir rassembler nos actions et probablement avec Michel Canevet et peut-être d'autres, continuer et ne pas lâcher. J'attire l'attention de la Commission des Finances, puisque j'ai la parole, et aussi celle des journalistes, pour dire que la semaine prochaine, on doit ratifier une ordonnance qui revoit les statuts de la BPI. C'est bien aimable au nouveau gouvernement de me demander de ratifier quelque chose, c'est assez rare. Donc je pense que ce sera aussi l'occasion de revenir sur ce sujet. Et je crois que les affirmations ne suffisent pas à nous sécuriser. Une série d'affirmations ne constitue pas une preuve. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois que la présomption est quand même défavorable, hein, on peut dire ça comme ça, et qu'il y a un faisceau lourd et concordant de fragilisation de nos secteurs industriels par la fragilisation de la protection de nos données. Et je crois que ce n'est pas seulement un exercice théorique. Je crois que c'est un exercice tout à fait pratique et tout à fait important. Et je crois que, Monsieur le Président Palombi, vous allez nous expliquer maintenant la version pratico-pratique de cette situation. Et je crois que c'est vraiment bien qu'on soit réunis aujourd'hui entre les praticiens de la haute technologie et puis vous qui protégez les commerçants et nous, les parlementaires, qui sommes au milieu pour protéger l'économie française qui aujourd'hui est quand même dans une situation difficile. Je crois que ce n'est pas la peine, encore une fois, d'avoir un pyromane dans la caserne des pompiers. Je vous en prie. Bien, merci, Madame le Sénateur, de me permettre de m'exprimer ce matin. J'en suis très honoré. Vous avez déclenché un sujet particulièrement important et suprême
par rapport au monde de l'entreprise. En ce qui me concerne, je représente 450 000 entreprises, 20 fédérations professionnelles de branches, tout secteur d'activité, et essentiellement des entreprises de moins de 11 salariés, voire une trentaine de pourcents sans salariés, en nom propre, en nom personnel. La crise, la pandémie inédite que nous subissons à l'échelle française et mondiale, eh bien, nous a attaqué de plein fouet et a révélé d'énormes incohérences, des lacunes dans la préparation de notre pays par rapport à la technologie, par rapport à des secteurs sanitaires que je n'aborderai pas ce matin, ce n'est pas mon domaine. Mais je peux vous dire que les entreprises, certaines ont dû fermer, malheureusement, d'autres peut-être seront amenées à fermer, mais c'est vrai, l'État français a fait face à un soutien permanent depuis le mois de mars 2020 pour mettre en situation de tenir le coup au niveau des entreprises. Mais cette situation de soutien, c'est vrai, elle est nécessaire encore, mais par contre, sont apparus des faits qui concernent notre conférence et notre exposé de ce matin, à savoir une concurrence devenue, je n'ai pas peur du mot, déloyale de la part des pure players, principalement Amazon, qui a caracolé à plus 46-56% d'évolution de son chiffre d'affaires. Donc pour le commerce indépendant, entre autres, que je porte de centre-ville, et je m'intègre dans un schéma beaucoup plus large que j'appellerais le commerce physique. Le commerce physique, d'ailleurs, qui est représenté également par les grandes surfaces, les centres commerciaux, les enseignes et les indépendants, bien sûr, à un niveau très élevé. Et ce commerce physique, ce que je ressens, et Madame la sénatrice, à la suite de votre tribune et de votre exposé, mon sang n'a fait qu'un tour quand j'ai lu avec beaucoup d'attention. Je ne l'ai pas lu une fois, je l'ai lu 2-3 fois. Je peux vous le dire, je l'ai dit à ma déléguée générale. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais où va-t-on? L'État est devenu fou. On est déjà attaqué par cette concurrence des pure players, ceux qui font de leur métier de vente essentiellement sur Internet, qu'ils soient français, qu'ils soient européens, qu'ils soient américains d'ailleurs, je ne fais pas de distinction et de séparatisme. C'est pas le moment, oui. Alors, le premier sujet que nous avons abordé, en dehors de ce gros sujet que vous venez de révéler, eh bien, c'est l'inéquité totale de ces structures. Alors là, je me pose la question, tout au moins, je m'interroge. Est-ce que l'État serait complice de ces structures numériques, de ces grands pure players numériques par rapport au commerce français? Et je constate justement que les entrepôts numériques s'installent en France, il y en a déjà une vingtaine, plus celles qui sont prévues, une dizaine, des entrepôts numériques qui naissent, qui se créent au sein du territoire français. Mais c'est dramatique, parce que ça crée un lien de dépendance, mais ça crée également une addiction des consommateurs vers ce type d'achat, et c'est très grave. Donc, si, comme ça a été le cas pour trop de périphéries, trop de grandes surfaces sur 25 ans, qui a amené des vacances de centre-ville jusqu'à 25-30%, donc un affaiblissement du commerce physique de nos centres-villes, qui représente quand même le lien social, qui représente la vie. On a vu pendant le confinement, et c'était une bonne chose, que des villes sans commerce avec des rideaux fermés, c'était dramatique. Ce sont des villes mortes. Et on se rend compte donc que pour se créer un entrepôt numérique, une demande de permis de construire, banalement, une demande dans certains cas auprès de la préfecture, une autorisation de principe, et l'entrepôt s'installe. Il prend 50 000, 100 000, 150 000 mètres carrés,
Mais ce n'est pas tout. Toute entreprise commerciale qui fait du commerce sur le territoire français, c'est instauré depuis de très très longues années, vous le savez, en tant que politique, eh bien, il y a une taxe qui s'appelle la TASCOM. La TASCOM, elle s'applique à toute structure commerciale qui dépasse 400 mètres carrés. On est bien d'accord? Eh bien, les dépôts, les entrepôts numériques ne sont pas assujettis à cette taxe. Pourquoi? Alors, certains membres du gouvernement m'ont dit, quand j'ai posé des questions, entre autres Madame Agnès Pannier-Runacher, « Ah, mais vous comprenez, cher Président, ce sont des entrepôts, c'est différent. Ça serait peut-être compliqué de remettre en question la notion d'entrepôt, et je vois que dans les lois qui se préparent, eh bien, depuis la loi Elan d'ailleurs, ça a démarré avec la loi Elan, eh bien, les entrepôts ne sont pas traités de la même façon que les surfaces commerciales de vente qui sont installées dans toute la France au sein du commerce physique. Alors ça, c'est quand même pour moi, quelque chose de très grave, parce qu'on est complètement dans l'inéquité de traitement. Et ça, j'en appelle au président de la République, au monde politique, aux sénateurs. Il faut qu'on avance sur ce sujet. On ne peut pas rester dans cette inéquité sur le plan urbanisme et sur le plan fiscal local. Alors, bien évidemment, il y a d'autres sujets. Ces entrepôts numériques, de par leur système, de par leur structure, de par leurs appartenances dans des paradis fiscaux, échappent à la TVA, échappent à des réglementations, même sur le plan du droit du travail. Ce n'est pas tout. Donc, face à cette situation, j'ai obtenu, on m'a attribué un entretien téléphonique avec Nicolas Dufourcq, le président, directeur général de la BPI. Alors, il m'a expliqué que l'effet d'urgence, le besoin de numériser le pays, et notamment les très petites entreprises, ont fait qu'il n'est pas allé chercher à Amazon en soi sur le plan de l'accélérateur numérique, mais Amazon s'est proposé, en bons samaritains qu'ils sont, à aider ces entreprises françaises afin qu'elles viennent de plus en plus sur leur plateforme pour se faire spolier, pour donner sur un plan arbitraire, entre 15 et 20% de commission. Et je vous le dis tel que c'est aujourd'hui, nous n'avons pas à nous ingérer dans le choix de nos entreprises et de nos fédérations, mais quand même, nous sommes en droit de les éveiller, de leur ouvrir les yeux. Et nous allons mettre en garde nos entreprises françaises de surtout s'adresser à des opérateurs de qualité, à nos villes qui font de gros efforts, à nos régions qui s'impliquent pour numériser. Nous avons nous-mêmes une plateforme numérique qui s'appelle Simple Map, qui est une grande carte de toutes les entreprises. Et cette plateforme numérique, elle a un avantage. Elle vient compléter le dispositif qu'on propose avec les sociétés coopératives d'intérêt collectif de centre-ville qui mettent tout le monde autour de la table. Eh bien, cette application numérique est sous forme de coopérative. Donc, vous voyez, nous sommes à vos côtés, Madame la sénatrice, aux côtés de tous les politiques, qu'ils soient de la majorité ou pas de la majorité. Il y a un gros problème en France d'inéquité, et si on ne réagit pas, eh bien, on va affaiblir, on va faire disparaître des emplois, c'est déjà le cas. L'OCDE a défini 81 000 emplois qui ont disparu ces 10 dernières années au sein du commerce physique, et notamment des petites entreprises, et ça va continuer. Alors, halte à ce déséquilibre, stop à ce déséquilibre. Mesdames, messieurs, les élus, les acteurs, sénateurs, députés, États, président de la République, il faut réagir. Monsieur le Président, je vous remercie de votre parole forte. Vous savez, on a toujours des ouvriers de la 25e heure. Je pense qu'après la conférence de presse d'aujourd'hui, on va avoir beaucoup d'ouvriers de la 25e heure. Mais ce n'est pas grave, on aura été les premiers à dénoncer le sujet et je pense que c'est important. Moi, j'aurais une observation à faire. C'est, vous avez parlé
des régions et de leur rôle, et aussi des départements, et puis des chambres de commerce. Je vois le président Bornet qui est là, et je le remercie de sa présence. Je voudrais vous dire qu'on est un peu démunis. Pendant la loi de finances, on a essayé de faire voter des dispositions en niche fiscale pour aider précisément à la numérisation des entreprises. Et puis moi, j'avais aussi proposé une niche fiscale pour aider les entreprises à se prémunir contre la cybercriminalité. Parce que le pompage de données qui sont institutionnalisées via la BPI ou ailleurs, et Amazon, voilà. Donc je pense que là, il y a tout un travail global à faire, parce que vous ne pouvez pas nier que le type de consommation a terriblement changé. Et dans cette maison, on est très attentif au territoire, on a eu beaucoup de missions, commissions, travaux, etc., pour essayer de valoriser les centres-villes. Bon. Enfin, une fois que le centre-ville est ponctionné, vous ne pouvez pas restaurer ces habitudes. Les habitudes ont changé. Donc on a eu un certain nombre de propositions totalement glauques, genre taxer à la distance, etc. C'est-à-dire que si vous faites 600 km parce que vous commandez sur Amazon une clé USB, elle va vous coûter 1474 €, ce qui est absurde. Bon. Donc si vous voulez, il faut qu'on travaille à ça. La Commission des finances le fait, je le sais. Et le gouvernement fait beaucoup d'annonces. On en a eu beaucoup, on n'a pas beaucoup de résultats aujourd'hui. Ces dispositions peuvent être aussi européennes, mais je crois, avec mes collègues, et notamment du groupe, peut-être vous choquer, président communiste, républicain, écologique et citoyen, avec lequel sur ces sujets on essaye d'avancer, je pense qu'il faut tracer la voie, à la fois dans la fiscalité, mais surtout dans le contrôle. Donc moi je suis absolument effrayé de ce que vous nous dites tous les deux, qui correspond à l'intuition qu'on avait, Michel Canevet et moi. Et puis il y a un point avant de laisser la parole aux questions et aux réponses. Je crois que vous n'avez pas assez souligné la voracité de ces plateformes. Parce que quand même, soutenu par les Américains, ce que nous, on ne sait pas faire, vous avez l'extraterritorialité des lois américaines. Vous avez un travail en PAC. Vous savez que quand les Américains veulent tuer leurs concurrents, tout le monde s'y met. La concurrence, la législation, les douanes, et ils trouvent toujours un bon moyen, sans parler de l'utilisation de l'extraterritorialité du droit américain. Je veux dire, il faudrait que l'Europe se munisse de ce type de force-là, parce que en réalité, vous avez un PAC. Bon, et j'ajoute, s'il fallait encore remettre dessous dans le bastringue, que Amazon, fier du travail qu'il fait avec les entreprises européennes et notamment françaises et les institutions, vient d'acheter non pas 11 Airbus, mais 11 Boeing, ce qui prouve à quel point sa solidarité et son patriotisme est bien ciblé. Donc tout ça constitue vraiment des sujets. Moi je suis contente que vous ayez pu trouver le temps d'organiser et de travailler sur cette question. Encore une fois, je remercie mon collègue Michel Canevet qui a repris au bon cette idée que j'avais eue et qu'on a travaillé ensemble, lui maintenant à la Commission des Finances. Je suis sûre qu'il ne va pas lâcher non plus en bon breton. Il va tenir bon. Ici, dans cette maison, on est ouvert vraiment à tout ce que vous voulez les uns et les autres pour qu'on puisse avancer. Et je crois qu'on peut peut-être ouvrir, si vous en êtes d'accord, la plateforme aux questions.